Bonjour, je suis Honorine et bienvenue au Garden Café. Ici, on papote entre asthmates. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le sujet de cette vidéo ou une suggestion pour les prochains. Merci pour vos likes et vos abonnements qui feront grandir la communauté. Et oui, nous pouvons en former une en s'inscrivant gratuitement sur le site Garden, site communautaire pour asthmates. Le lien est en description et en bio. Aujourd'hui, le sujet est quelles sont les questions à s'opposer et à poser aux parents avant de signer un contrat. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours quoi dire. Moi, je sais en tout cas que mes premiers entretiens, j'avais plein de questions que j'avais envie de poser. Je me dis, est-ce qu'elles sont trop personnelles? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce que c'est le bon moment de les poser? Enfin, je savais pas comment faire. Et surtout, j'étais face à des parents, à de jeunes parents, qui ne savaient pas non plus comment diriger un entretien, ce qui est normal. Donc, on était tous des novices. C'était pas toujours facile. Alors, ce que je me suis dit, ce que je me disais avant de passer un entretien, je me demandais qu'est-ce que moi j'attendais, quels étaient mes objectifs en tant qu'assistante maternelle. De là est né mon sigle pour pouvoir poser les bonnes questions, GII. GII pour global, individuel et individu. Je vais vous expliquer. Ne me prenez pas pour une folle, en tout cas pas pour l'instant. Les questions concernaient donc le global, qui représente la législation, l'individuel pour mon organisation personnelle et l'individu qui concernait l'enfant. Alors, pourquoi le global? Comme vous l'avez remarqué, je parle donc du global, du plus grand au plus petit, de la législation au petit enfant que nous allons devoir accueillir. Alors, le global, c'est la législation qui concerne par exemple le fait de respecter le nombre d'heures maximum de travail. Je crois que nous devons avoir 11 heures de repos en tant qu'assistante maternelle. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est 11 heures. Il faut respecter le nombre de couchers autorisés par chambre. Je sais que ça change selon les puéricultrices de notre secteur. Il faut aussi compter le nombre d'enfants que nous devons avoir dans notre voiture. Et ça, c'est très important. Je vais vous raconter une anecdote me concernant. Par exemple, moi, lorsque j'ai demandé mes premières places, mon premier agrément, j'habite toujours à la campagne. Et pour pouvoir emmener mes enfants à l'école, il fallait que j'utilise la voiture. Donc forcément, lors de la visite, la puéricultrice a compté mes 2 enfants dans la voiture. Même si mon aîné allait à pied au collège, ma plus petite n'allait pas encore à l'école, mais c'était à quelques mois de sa rentrée. Et pour le collège, les jours de pluie, il pouvait m'arriver d'aller la chercher au collège. Donc, ce qui fait qu'elle prenait déjà 2 places. Et j'avais une Clio, une petite voiture. Enfin, oui, voilà, on pouvait à peine mettre 3 grands sièges à l'arrière. Il fallait forcément pouvoir mettre des sièges assez larges, vous savez, ceux qui sont modernes, qu'on peut faire pivoter. Et c'était impossible dans ma Clio. Dites-vous qu'elle a validé la visite du logement. On pouvait même mettre 3 enfants par chambre tellement les chambres étaient grandes, elles faisaient 20 mètres carrés chacune. Mais lorsqu'elle a vu mon véhicule, elle a refusé de me donner 3 places. En tout cas, voilà, elle m'a donné 2 places, sachant que j'avais ma fille qui comptait dans ma 2e place. Alors ça, c'est encore un autre sujet parce qu'une collègue m'a expliqué qu'en fait, les enfants, ma fille en tout cas, n'aurait pas dû faire partie de mes places attribué. J'aurais dû avoir 2 enfants hormis ma fille. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Vous voyez, donc au niveau législation, au niveau global, je devais obligatoirement avoir une voiture pouvant mettre 3 sièges auto à l'arrière. Lorsque j'ai acheté mon 2e véhicule, donc un 7 places, là, elle a bien voulu m'accorder 3 places. Après ce premier point qui est global, qui concerne la législation, qui est un point très important, il faut se concentrer sur notre vie personnelle. Donc là, c'est l'individuel, notre organisation. Quels sont les nombres de trajets que vous devez faire impérativement tous les jours? Est-ce que vous avez assez de temps pour pouvoir emmener vos enfants à l'école et à leurs activités en ayant un grand nombre d'enfants à accueillir?
Il faut penser aussi à notre vie privée, c'est-à-dire, est-ce que vous faites du sport, vous faites partie d'un club dont l'activité commence à 18h, donc vous ne pouvez pas travailler jusqu'à 18h, le temps de vous préparer pour vous rendre à votre club, c'est impossible. Donc, est-ce que vous pouvez au maximum travailler jusqu'à 17h30 ? Est-ce que vous considérez que votre conjoint ne doit pas être dans le logement au moment où vous accueillez l'enfant ? Je sais qu'il y a des asthmates aussi qui ne veulent pas que leur conjoint soit à la maison. Donc là aussi, il faut voir quel contrat vous ne pourrez pas accepter pour votre organisation personnelle. Il faut aussi penser aux vacances. Oui, parce que lorsque nous n'avons pas de dortoir dédié aux enfants que nous accueillons, il faut penser aux nôtres qui sont présents les mercredis et les vacances scolaires. Est-ce que cela vous dérangerait que vos enfants doivent partir pendant chaque vacances de leur chambre pour pouvoir permettre aux autres de se coucher, de pouvoir faire leur sieste? Il faut penser aussi à votre surmenage aussi. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous sentez la capacité d'accepter encore un autre enfant sous votre toit? Parce que passer de 2 à 3, ça change, hein. Je suis désolée, enfin, on a l'impression que on se dit, c'est qu'un enfant en plus. Non. Donc, c'est plus de responsabilité, c'est plus d'organisation, ça demande donc plus de disponibilité, etc. Donc, il faut aussi penser à ça, à notre bien-être. Pour la troisième partie, il faut passer à l'enfant. Et là, c'est lors de votre face-à-face avec les parents. Moi, je ne pose pas énormément de questions, je ne posais pas énormément de questions aux parents, parce que comme vous l'aurez compris, vu que j'ai déjà fait mon cheminement du global jusqu'à l'individuel, je savais déjà exactement ce que j'allais refuser lors de mes entretiens auprès des parents. Quelles étaient les conditions, en tout cas les propositions qu'ils me feraient et qui ne pourraient pas rentrer en adéquation avec la législation et avec ma vie personnelle. Alors voici les questions que je posais. Si l'enfant n'était pas encore né, il était à naître, je demandais si la maman voulait donner le sein, donc est-ce qu'il fallait donc du lait maternel. Alors moi, ça ne me dérangeait pas, hein, j'acceptais du coup le lait de la maman. Il faut juste une organisation au niveau de la congélation, du stockage de ce lait. Ça, c'est important d'y penser. Ensuite, si l'enfant était né, après bien sûr avoir demandé son nom, son prénom, s'il a des doudous et des choses comme ça, pensez à discuter des allergies et de son alimentation. Est-ce que la diversification a été faite complètement? Et même si ce n'est pas vous qui préparez le repas, je vous conseille fortement de demander si la diversification a été faite complètement chez eux. Ce serait dommage que ce soit chez vous, qu'il découvre un nouveau fruit, un nouveau légume et qu'il en fasse une allergie. Il y a un point que j'aborde qui concerne l'enfant, c'est le coucher. A-t-il l'habitude de dormir seul? C'est-à-dire sans les parents? Parce qu'il y a des enfants qui dorment longtemps avec les enfants. Et encore là, on n'est pas pour juger. Hein. On n'est pas là en train de dire vous êtes de bons parents, de mauvais parents. Non. C'est pour que nous puissions comprendre dans quelle configuration l'enfant a déjà été mis pour pouvoir s'endormir. Est-ce qu'il a déjà dormi sans ses parents? Est-ce qu'il dort dans le lit de ses parents? Ou est-ce que son berceau est dans la chambre de ses parents? Est-ce qu'il a l'habitude de s'endormir seul? Toutes ces questions sont, pour moi, sont bénéfiques pour pouvoir se préparer à l'adaptation. Un enfant, alors vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais un enfant qui s'endort dans les bras, qui a l'habitude de dormir avec ses parents à côté de lui, c'est plus compliqué lorsqu'on doit le mettre dans une chambre, dans une maison qu'il ne connaît pas, et peut-être même avec d'autres enfants qu'il n'a jamais vus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même odeur, c'est pas le même environnement. Alors là, on n'est pas en train de dire si l'enfant n'a jamais dormi seul, hop, on n'en veut pas. Moi, voilà, c'est pas ça. C'est juste pour que je sache comment m'organiser pour le coucher. S'il aura besoin de plus longtemps que les autres de moi, donc dans le temps, dans la durée, c'est-à-dire combien de jours, il va falloir que je reste à ses côtés pour l'endormissement. Moi, je sais que j'en ai un j'en avais un que j'avais accueilli. Il lui a fallu 9 mois pour qu'il dorme tout seul. Enfin, tout seul. Ah, il fallait quand même un autre enfant dans la pièce, mais rien que de le poser dans le berceau, il était en PLS. 9 mois. 9 mois où il s'est endormi dans mes bras. Enfin, en tout cas,
tout doucement. Il dormait que dans mes bras pendant longtemps. Ensuite, après, j'ai mis la poussette dans le couloir. Ensuite, je l'ai mis dans le berceau, mais dès qu'il fatiguait, quand il commençait à s'endormir, je le posais. Il hurlait au bout de 10 minutes. Dès qu'il ouvrait les yeux, il me voyait plus. Hop, je revenais. Je restais à ses côtés, mais je restais à ses côtés, mais je le laissais dans le berceau. Et là, après, ça a duré 10 minutes. Après, il dormait 20 minutes, 30 minutes. Et à la fin, je l'ai eu jusqu'à ses 3 ans et il dormait 2 heures. Donc, comme quoi, la persévérance, ça paie. Donc voilà, je vous ai vraiment dit globalement les 3 points que j'aborde, vraiment que je résume en GII. Le global, l'individuel et l'individu. Je sais que ça fait très propagande ou pub ou je ne sais quoi, mais ça m'a toujours aidé lors de ma préparation pour les entretiens, savoir ce que je voulais comme contrat et pour mieux aussi poser les bonnes questions concernant l'enfant pour préparer son accueil. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez plein d'autres questions que vous posez, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour qu'il y en ait d'autres qui puissent s'enrichir de vos connaissances, de votre expérience. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit temps avec moi. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo pour qu'on puisse grandir. Et surtout, n'hésitez pas à le taper sur le lien en description ou en bio concernant le site Garden, le site communautaire pour assistantes maternelles. Et jusque-là, je vous dis merci et on se retrouve très bientôt pour un thé ou un café au Garden.